En 1700, alors que meurt Charles II, roi d'Espagne à Madrid, Louis XIV récupère l'ensemble des territoires de la monarchie espagnole, ceci étant conforme au testament de Charles II. Ce tournant historique s'explique par le fait que Charles II ait une certaine confiance en Louis XIV pour conserver l'héritage espagnol. Nous pourrions penser que ceci marque la fin des conflits entre la France et l'Espagne, mais en réalité, il y a désormais des enjeux européens qui seront d'autant plus importants. En effet, le début du XVIIIe siècle marque un tournant pour l'histoire de la France et de l'Espagne, puisqu'un Bourbon règne sur la monarchie espagnole. Désormais, les deux royaumes voisins sont alliés, le grand rêve de Louis XIV à la fin de sa vie. Cependant, la guerre de succession d'Espagne accentuera les difficultés pour les deux royaumes. Ainsi, les relations entre la France et l'Espagne ont donc des enjeux intérieurs à leur royaume, mais également des enjeux à l'échelle européenne. Louis XIV est le roi de France à partir de 1661 et devient rapidement le personnage symbolique de la royauté, notamment parce qu'il a régné 72 ans, ce qui était extrêmement long à cette époque. La France est un grand royaume dirigé par un roi qui marquera les esprits, notamment par la modernité qu'il aspire et par les grands bouleversements dans le royaume français. En effet, tout au long du règne de Louis XIV, le roi rencontrera de nombreuses difficultés avec les puissances européennes. Malgré les difficultés que Louis XIV rencontre, il s'affirme comme un roi puissant à l'échelle européenne voire mondiale, ce qui permet à la France de s'affirmer politiquement et économiquement face à ses ennemis européens. La France est entourée des territoires Habsbourg, donc elle est constamment menacée par une invasion. L'objectif de Louis XIV, tout au long de son règne, sera de protéger ses frontières face aux territoires Habsbourg. Ceci étant dit, sa continuité territoriale peut être un véritable avantage pour une meilleure gouvernance, particulièrement pour l'administration, plus d'homogénéité et plus de facilité à défendre ses territoires, notamment face à l'Espagne, territoire qui nous intéresse ici. L'Espagne appartient à la dynastie des Habsbourg, l'une des dynasties les plus importantes au temps de Louis XIV. Le roi est Philippe IV, le beau-frère de Louis XIII, marié à Anne d'Autriche. Tout au long du règne de Louis XIV, l'Espagne rencontrera d'énormes difficultés, notamment politiques à cause du Portugal avec qui elle sera en guerre jusqu'en 1958, et également des difficultés financières et diplomatiques. Malgré cela, l'Espagne reste l'un des royaumes les plus puissants d'Europe et Louis XIV ne cessera de se méfier de ce royaume. Pour ce qui est de la géographie espagnole, ce royaume possède une multitude de territoires qui lui donnent presque une figure impériale, ce qui participe de sa puissance. En Espagne, elle possède la Castille, l'Aragon, la Catalogne, Valence et les Baléares. En Italie, elle possède la Sicile, Naples et la Sardaigne. L'Espagne possède également les Pays-Bas, la Franche-Comté, le Milanais et des territoires outre-mer en Amérique latine, au Mexique et aux Philippines. Avant 1661, c'est-à-dire avant la prise personnelle du pouvoir de Louis XIV, l'Espagne était la dynastie la plus importante d'Europe. Mais peu à peu, la France s'impose. C'est à partir de 1635 que les tensions montent entre les deux royaumes dans le contexte de la guerre de 30 ans. En 1648, c'est la paix de Westphalie entre toutes les puissances européennes, mais le conflit franco-espagnol perdure. En effet, l'Espagne profitait des difficultés intérieures de la France, la Fronde, pour acquérir des territoires en sa possession. À cette époque, la France avait très peur d'une invasion d'Espagnols à cause de la proximité géographique de leur territoire. La guerre s'enlise et les deux royaumes s'affaiblissent, c'est pourquoi ils décident finalement de faire la paix en 1659, c'est-à-dire le traité des Pyrénées. Cette paix est matérialisée par le mariage entre Marie-Thérèse d'Autriche et Louis XIV. Il s'agissait d'un véritable coup de maître de Mazarin, puisqu'il avait demandé une dot de 50 000 écus pour que la reine d'Espagne renonce à ses droits au trône. Mais les Espagnols ne pouvaient pas payer cette dot. Cela permet à Louis XIV de prendre une option sur la succession espagnole et il s'agit du début de la véritable politique extérieure de Louis XIV quant à l'Espagne. Donc ce traité des Pyrénées marque une certaine paix entre les deux royaumes, mais en réalité il y aura toujours une tension latente entre les deux royaumes, ce qui marque un nouvel ordre dans le contexte européen. Ainsi, il est question de savoir quels sont les rapports entre la France et l'Espagne au temps du règne de Louis XIV, c'est-à-dire de 1661 à 1715. Pourquoi s'intéressons-nous à ces deux royaumes qui veulent chacun affirmer leur notoriété et être supérieurs l'un par rapport à l'autre? Pourquoi sont-ils quasiment constamment en conflit d'influence? De 1661 à 1715, ces deux royaumes évoluent, mais est-ce qu'ils évoluent parallèlement ou est-ce qu'il y a un lien de supériorité? S'influencent-ils? Est-ce que c'est leur rapport qui leur a permis de remporter la guerre de succession d'Espagne face à la coalition européenne? Comment leur évolution évolue-t-elle pour qu'en 1700, un Bourbon soit roi d'Espagne? Il semble donc que leur lien ne se limite pas à des aspects militaires et territoriaux. Il convient donc de se demander en quoi les interactions franco-espagnoles ont orienté et influencé la construction du projet politique de Louis XIV et son rangement à l'échelle européenne.
D'abord, nous verrons que les relations entre la France et l'Espagne se matérialisent par des liens dynastiques. Mais ces liens dynastiques ne sont pas les seuls vecteurs de leurs relations. En effet, tout au long du règne de Louis XIV, le modèle culturel français s'impose peu à peu, notamment grâce à l'influence espagnole. Enfin, nous verrons l'évolution des relations diplomatiques entre les deux royaumes, en temps de paix et en temps de guerre, de 1661 jusqu'à la fin de la guerre de succession d'Espagne. On peut se demander d'abord pourquoi Louis XIV a des vues en Espagne. Si 1660 tourne une phase de déclin pour le royaume ibérique, il faut se rappeler que l'Espagne fascinait l'Europe du temps, comme le Montepièce, comme d'abord le Cine, mais plus tard, sous le règne de Louis XIV, Don Juan de Molière. Ça montre bien qu'il y a une fascination pour l'Espagne qui, pour les contemporains, pense que le siècle d'or n'est pas encore vraiment terminé. En effet, l'Espagne fascine. On la considère de loin comme toujours la plus puissante des monarchies d'Europe car elle semble régner sur presque le monde entier. On considère l'Espagne comme le plus catholique et le plus pur des royaumes et surtout, elle a une image de monarchie universelle sur laquelle le soleil ne se couche jamais. Mais Antoine, dis-nous tout. La mère de Louis XIV, elle n'a pas des racines Habsbourg? Si, Louis XIV est d'ailleurs même le fruit de cette fascination espagnole. En effet, dès 1560, la France se lance dans des échanges matrimoniaux avec l'Espagne, une tradition qui perdure pendant plus d'un siècle jusqu'au mariage du roi lui-même avec Marie-Thérèse d'Autriche, l'infante d'Espagne. L'historien Ernest Lavis considère par exemple que Louis XIV était de France, mais d'Espagne tout autant, et même davantage. Le sang de Louis XIV est en effet presque plus Habsbourg que Bourbon. Fils de Louis XIII, lui-même issu d'un mariage espagnol, et de Anne d'Autriche, il est à 3/4 Habsbourg d'Espagne, et épouse à nouveau une princesse espagnole. La royauté ibère s'installe en France. Cependant, ce n'était pas véritablement perçu comme cela par les contemporains. Pour les Français, Louis XIV n'est pas un espagnol du tout. En effet, la couronne de France est finalement très ancrée dans la culture et la conception monarchique du royaume. Le roi de France ne peut jamais être un étranger dans la fiction de la couronne française. Dans l'imaginaire de la royauté française, les rois sont toujours des descendants des Francs et ne sont pas compromis avec d'autres peuples. Il y a comme une idée de pureté et de sang inné chez les rois de France. Le roi de France est donc un capétien de pure race sans avoir à le démontrer par des mariages valorisant cette pureté des sangs, ce que font par exemple les Habsbourg en se mariant au sein de la famille. Le sang capétien semblerait donc dominer naturellement le sang donné par la mère du dauphin. Ce sont des idées notamment renforcées par la loi salique, la couronne de France étant véritablement basée sur une idée de domination royale masculine. On peut voir la manifestation de cette idée de prédominance capétienne et française, notamment dans le traitement fait aux princesses espagnoles à la cour de France. De filles du roi d'Espagne, les princesses se transforment en reines de France. Elles doivent se dépouiller culturellement et n'avoir de loyauté que pour le royaume du Lys. Elle doit abandonner toute relation avec son ancien royaume. Finalement, dans un schéma patriarcal classique, elle passe de l'autorité de son père, le monarque d'Espagne, à celle de son mari, le monarque de France. Il y a l'exemple d'Anne d'Autriche qui se fait bonne reine française pendant la guerre de 30 ans et qui fait la guerre à son pays d'origine. Elle dit même à son frère Philippe IV en 1660 « Je crois que votre majesté me pardonnera d'avoir été si bonne française, je le devais au roi mon fils et à la France. » C'est encore plus vrai pour Marie-Thérèse, l'épouse de Louis XIV. Quelques jours après son mariage, sa suite espagnole est presque intégralement congédiée. On ne veut pas de l'influence espagnole à la cour, car on a notamment peur des espions. L'origine espagnole des reines doit d'ailleurs servir la dynastie capétienne, car on a vu par exemple dans Anne d'Autriche la nouvelle Blanche de Castille et dans Louis XIII le nouveau Saint-Louis. La France puise dans son passé pour légitimer l'appartenance française du souverain, mais aussi de la reine, qui se retrouve piégée dans ce portrait d'autoréférence au passé médiéval. Mais malgré cette domination supposée du sang capétien, Louis XIV ne rejette pas totalement l'héritage du sang Habsbourg. Il conserve notamment la piété de la lignée, mais aussi la valeur des ducs de Bourgogne, et même une certaine quiétude et une certaine sagesse des rois espagnols, comme par exemple celle de Philippe II, qu'on considérait être le roi le plus prudent de son temps. Louis XIV réunit donc toutes les qualités des Habsbourg sans jamais faire partie de la lignée. Cela créait tout un vaste panel de qualités attribuées aux Bourbons, piquées aux Habsbourg, qui fusent presque les dynasties tout en gardant le nom de Capétien. Cela contribue au projet de glorification du roi, car ainsi Louis XIV n'est pas juste le plus grand roi de la race capétienne, il transcende la lignée française en gagnant les traits de la plus grande lignée d'Europe, il devient l'archi-roi par excellence, qui possède toutes les qualités monarchiques, allant presque jusqu'à la contradiction. Plus encore que la fusion des qualités royales, la France garde de ses reines espagnoles leurs prétentions à l'Espagne. La France, au vu de la crise de succession que traverse l'Espagne et la très mauvaise santé de Charles II, se sait en position de force. Ainsi, en 1660, à l'occasion du mariage de Louis XIV, ce dernier peut se permettre de réclamer la fille aînée de Philippe IV. La première fille du roi, c'est la plus prestigieuse, c'est l'aînée, et c'est aussi elle qui peut potentiellement hériter du royaume. Mais cette qualité d'héritage n'échoue pas à la reine en tant que reine de France, mais bien en tant que sujette du royaume. S'il y a un problème d'héritage avec l'Espagne, c'est un problème privé. Ainsi, il y a une différence à faire entre la reine de France publique, qui est française, qui incarne la monarchie de France et qui est totalement dévouée au royaume, et l'épouse du roi, qui garde là ses intérêts privés. Et c'est sur cette dimension privée que s'appuie volontiers la monarchie française pour aspirer au trône d'Espagne.
C'est le non-remboursement de la dot de Marie-Thérèse d'Autriche qui permet par exemple à Louis XIV de déclarer la guerre de dévolution en 1668. Et en bafouant cet accord de paix avec l'Espagne, Louis XIV retrouve des revendications sur le trône qu'il avait abandonné en 1660. La France aime à brouiller la limite entre affaires privées et d'État quand cela l'arrange. C'est notamment le cas de la fidélité supposée et de l'amitié avec le royaume d'Espagne. Ces deux royaumes ayant été soumis 2 fois à des alliances, une première en 1660 et une seconde en 1679. L'idée qu'un mariage va faire la paix entre les royaumes est détournée. Le prince est gardien et protecteur de son état. Il contraint d'aviser ce qui est pour son plus grand profit, sans respecter parentage ou alliance quelconque. La France se libère donc de ses devoirs supposés d'alliance matrimoniale avec l'Espagne, mais utilise volontiers la légitimité de la reine pour aspirer au trône. Ainsi, les prétentions au trône d'Espagne vont circuler dans le sang capétien à partir de Louis XIV. Au sein de l'Espagne même, il y a une scission entre un parti pro-allemand, centré autour de la reine d'Espagne Anne-Marie de Neubourg, et un parti français centré autour du cardinal de Portocarrero. C'est ce parti français qui arrive à convaincre Charles II de léguer l'Espagne à la France lors de la crise de succession en 1700. La maison de Bourbon va alors revêtir 2 couronnes. Philippe V est considéré comme un véritable monarque étranger, ce qui couvre de gloire la famille de Bourbon. De plus, si le marquis de Torcy, le ministre des Affaires étrangères en 1700 annonçait que les monarchies de France et d'Espagne demeuraient tout à fait distinctes et que Philippe V n'aspire pas à devenir roi des 2 couronnes, le Parlement de Paris, le 1er février 1701, conserve les droits à la couronne de France de Philippe V, au cas où si Louis XIV venait à mourir. Cependant, la France et Louis XIV n'acceptent absolument aucune influence espagnole. Du moins en théorie. C'est même un signe négatif que d'appartenir à l'étranger. En Espagne, la même méfiance est perceptive vis-à-vis des princesses françaises, notamment Marie-Louise d'Orléans. Épouse de Charles II, elle était la nièce de Louis XIV, ce qui montre que la France a eu l'avantage en décrochant Marie-Thérèse, l'aînée, et que l'Espagne n'a eu que la nièce du roi. Elle était vue comme une femme d'une grande intelligence et beauté, décrite comme l'une des plus belles princesses de son temps, mais fut vite dépréciée à la cour d'Espagne. Elle est rapidement vue comme indolente, fainéante, elle n'apprécie ni les arts ni la culture espagnole. On pense aussi qu'il s'agit d'une femme de très peu de foi. Elle est réticente à l'étiquette espagnole et refuse notamment certains critères d'humilité chrétienne. Pire encore, elle a un amant, ce qui choque profondément la cour d'Espagne. Enfin, accusation suprême, on l'accuse de vouloir mettre fin à la dynastie espagnole car elle refuse d'avoir un enfant de Charles II. Elle fait en effet une fausse couche du roi, qui était très puissamment infertile. On l'accuse d'avoir avorté l'enfant pour mettre dans l'embarras la dynastie Habsbourg et favoriser un héritage bourbon. Elle fut donc très impopulaire pendant ses 9 ans de mariage qui furent infructueux. On la soupçonne même d'avoir été empoisonnée par sa belle-mère en 1689. Oh, quand même, c'est beau, hein. C'est de notre siècle, ça se voit. Mais on n'a pas tout inventé, ça vient de quelque part, tout ça. Mais justement, Antoine, le rayonnement culturel, c'est un enjeu tout aussi important pour la France comme l'Espagne. Ah bon? Mais oui, justement, à ce moment-là, l'Espagne, elle connaît encore son siècle d'or espagnol, le fameux, mais qui tend déjà à s'essouffler, il est vrai. D'accord. Et de fait, également pour la France, c'est également un enjeu d'importance, comme je viens de le dire. Et de fait, Louis XIV a pour ambition de faire de son État l'État qui rayonne le plus à travers l'Europe, et ce, passant par le vecteur culturel. Ainsi, Colbert, surintendant des bâtiments en 1664, très tôt organise la célébration de la gloire du roi, si bien que l'historiographie parle aujourd'hui d'un véritable ministère de la gloire. Et de fait, le 3 février 1663, lorsque la petite académie se réunit pour la première fois devant le roi de France, Louis XIV aura pour celle-ci les mots suivants. « Vous pouvez, messieurs, juger de l'estime que je fais de vous, puisque je vous confie la chose au monde qui m'est la plus précieuse, ma gloire. » À la cour espagnole, et déjà sous Philippe II, on a l'impression d'une invisibilité du roi, un roi caché, sauf à l'occasion de cérémonies publiques, de processions dans la rue, par exemple. À la cour française, la visibilité du roi est un principe. Le principe de libre accès à la monarchie, accès facile des sujets au prince. Une visibilité que Louis XIV illustre et justifie lui-même par cette célèbre phrase « Nous nous devons tout entier au public ». L'étiquette correspond au rituel de la vie quotidienne, un protocole. Elle règle donc la vie du prince et entre autres le rang de ses sujets vis-à-vis de lui, d'où l'idée d'une étiquette, d'un classement. Elle relève davantage d'un cérémonial privé, bien que la frontière entre privé et public soit assez floue pour le cas français. L'étiquette de la cour espagnole est réputée pour son extrême rigueur. Elle a participé à la grandeur de la monarchie espagnole avant d'en favoriser le vieillissement. Elle régule notamment le rang des personnes autour du roi et leur accès à ce dernier. Sous Philippe II, rares étaient les personnes à être autorisées à partager une certaine intimité avec le roi, à pouvoir l'approcher et même lui parler. Ce qui faisait par ailleurs des nobles assez mécontents, étant obligés de passer par l'écrit.
On a donc une certaine inaccessibilité du roi, une distanciation qui rappelle sa majesté à chacun. Et Philippe II en joue pour favoriser ou montrer son mécontentement. Ainsi, il instaure un style de cour plus propice à la sévérité qu'à la fantaisie. On observe une étiquette à la cour de France depuis François Ier, même si à l'époque, la cour ne semble pas avoir conscience d'un tel système. On commence à avoir une véritable impulsion avec Catherine de Médicis, puis son fils Henri III, qui s'inspire de l'étiquette espagnole pour l'étiquette de la cour de France au XVIe siècle. Ils reprennent par exemple le dispositif de l'appartement royal, c'est-à-dire le dispositif de 4 pièces qui précède la chambre royale, appelée en espagnol l'aposento. L'étiquette à la cour de France connaît sa forme la plus achevée avec Louis XIV. Elle se caractérise, comme nous l'avons vu, par une visibilité du roi, à la différence de l'Espagne. Pour autant, si l'étiquette française est directement inspirée de l'étiquette espagnole, on observe des différences. Outre que l'invisibilité du roi, en Espagne, c'est une unité qui reste statique, c'est-à-dire qu'un courtisan n'a le droit de pénétrer dans la pièce qu'en fonction de son rang. En France, c'est un espace dynamique, où l'occupation varie en fonction du moment de la journée. Des us et coutumes à la cour de France qui feront dire à Voltaire « L'Europe a dû sa politesse et l'esprit de sa société à la cour de Louis XIV ». Car en effet, si les deux cours sont pourvues d'un système d'étiquette, comment expliquer que ce soit celle de la cour de France qui s'impose, d'autant plus qu'elle s'inspire de l'étiquette espagnole? Eh bien, pour l'expliquer, une petite anecdote. Déjà à la mort de Philippe III d'Espagne, en mars 1621, on observe une véritable confusion à la cour espagnole. Philippe III, malade depuis plusieurs années, se plaint de la chaleur de la pièce où il est replié. Or, le serviteur chargé de la cheminée est absent, et personne ne peut donc éteindre le feu, ce qui, par une déshydratation, précipite le roi dans la tombe. Une étiquette est plus largement un cérémonial espagnol qui tombe en désuétude. Car de fait, cet héritage est difficile à transmettre. Déjà, Philippe III ne supporte pas la pesanteur de cette atmosphère, d'où ses nombreux déplacements. Si Philippe IV, quant à lui, saura s'en servir, il n'en est pas de même pour Charles II. Ainsi, un système d'étiquette qui tombe en désuétude à la cour espagnole, alors qu'en parallèle, tout au long de son règne, Louis XIV saura jouer de cette étiquette. Une culture qui va également être exaltée au travers de manifestations comme les fêtes et les cérémonies et grands divertissements. Déjà sous François Ier, les fêtes données à la cour de France sont d'un réel éclat. Rappelons que François Ier est après tout le premier prince et grand prince de la Renaissance. Et déjà à cette époque, Charles Quint, invité à la cour de François Ier, n'est pas très satisfait de ce qu'il voit. Il est très vite mal à l'aise et outré, lui qui est plutôt habitué à des cérémonies religieuses. Alors en effet, les festivités espagnoles sont beaucoup plus axées sur la religion, avec par exemple des processions, le plus souvent. Et c'est sous Philippe IV que la monarchie connaît le plus d'éclat. En effet, il offre des fêtes somptueuses aux Madrilènes, tapis tendus au balcon, feux d'artifice, corridas, jeux de cannes, ou encore courses de taureaux ou comédies. Si les bals et banquets se succèdent avec moins de frénésie, bien entendu, Louis XIV entend à son tour user de fêtes et de divertissements au sein de sa cour. Parmi les fêtes notoires que l'on note à Versailles, nous pouvons citer les plaisirs de l'île Enchantée en 1664, le grand divertissement royal en 1768, le divertissement de Versailles en 1774 et le mariage du duc de Bourgogne en 1697. Comme en Espagne, Louis XIV use de feux d'artifice, de théâtre et à son tour met en place le carrousel. Pour autant, à ce moment, la cour d'Espagne, en particulier à partir des années 1660, 70, 80, ne peut rivaliser avec le faste de la cour française. En effet, les fêtes à la cour espagnole n'ont guère le même éclat. Et ce, davantage durant ces années, car durant cette période, l'Espagne connaît une situation dynastique et politique très difficile. Une situation donc qui ne lui permet pas de rivaliser avec la cour française. Pour autant, il convient de nuancer notre propos, car à la fin du règne de Louis XIV, l'atmosphère à la cour du roi n'est plus la même. La cour de France, à son tour, dans une situation difficile, en particulier affligée par la guerre de succession et un roi vieillissant, il faut le dire, dans son ensemble n'est plus qu'une cour fantôme, monotone, dans laquelle le roi se présente désormais davantage comme un roi pieux et de bonne conduite, qui est sans doute lié à son mariage avec Madame de Maintenon, et aussi la vieillesse, ce faisant, la peur du jugement de Dieu. Une situation qui rappelle celle qu'a connue l'Espagne. Le goût de Louis XIV pour la musique, la danse et le théâtre n'est plus à démontrer. Lui-même grand danseur, ces éléments font partie intégrante de sa vie et de ses fêtes. On a une présence de l'Espagne dans les danses de ballet de cour, ce qui est réalisé à travers 3 danses, la sarabande, la chaconne et la canari. On observe aussi une implantation dans les spectacles courtisans français, notamment au travers des ballets et des comédies-ballets de Jean-Baptiste Lully. Elles se sont transformées pour acquérir des caractéristiques plus propres à ce style. Elles ont défini leur rythme et adouci leur caractère,
renonçant ainsi à leur spécificité espagnole. Pour autant, malgré ces transformations, l'image espagnole sera souvent associée à elle, notamment à la sarabande. On voit donc qu'il semble cependant y avoir une conscience de cette importation espagnole. Et de fait, cela est d'autant plus visible que l'on retrouve, dans le domaine du théâtre, des acteurs espagnols à la cour de France. On observe une activité de troupes espagnoles, qui séjournèrent à Paris entre 1660 et 1674. La troupe de Sébastien de Prado fut choisie parmi toutes les compagnies théâtrales alors en activité à Madrid pour accompagner Marie-Thérèse d'Autriche en France lors de son mariage à Saint-Jean-de-Luz avec le roi de France Louis XIV. En 1662, elle fut remplacée par celle de Pedro de la Rosa, qui restait à la cour de France jusqu'en 1674. Aucune des deux troupes ne connut le succès à la cour de France, mais les sources témoignent de l'habitude d'aller voir la comédie espagnole chez la reine Marie-Thérèse. Cette cour a cependant besoin d'être réunie en un lieu commun, notamment à l'occasion des grandes fêtes et cérémonies. Déjà avant Louis XIV, Philippe IV d'Espagne, dans les années 1640, fait bâtir le Buen Retiro, un nouveau palais et nouveau lieu de rassemblement de la cour, qui réunit une salle des fêtes, des théâtres, des dépendances. Un palais dont la magnificence était en opposition avec la situation difficile du royaume. Ce palais est une représentation remarquable du pouvoir royal, par un parc suscitant l'admiration, de grands jardins, un étang, des voies navigables, des éléments décoratifs, autrement dit, tout un ensemble dont Louis XIV s'inspirera par la suite pour Versailles. Cependant, le Buen Retiro est délaissé à la mort de Philippe IV, au profit de l'Alcazar de Madrid. Louis XIV, lui aussi, grâce au talent de ses architectes et artisans, parvient à créer cette société des plaisirs où les courtisans peuvent profiter du faste dont le centre était le roi Soleil. Et le meilleur exemple n'est autre que le château de Versailles, qui devient en 772 la résidence. Dès les années 1660, Louis XIV reprend le domaine du château de Versailles en main et en fait un lieu de fête, de célébration. Les premiers aménagements résultent du manque de place pour loger la cour entre 1664 et 1668. S'ensuivent ensuite d'autres agrandissements faisant écho à la signature du traité d'Aix-la-Chapelle entre 1669 et 1772 et du traité de Nimègue entre 1678 et 1684. Versailles était réellement un palais programmé, pensé dans sa totalité. Par ses décors somptueux, ses jardins grandioses et ses grandes fêtes, dont nous avons parlé précédemment, il devient le lieu des grandes célébrations, l'endroit où il... À noter que le roi d'Espagne, Philippe II, avait lui commandé la construction du site royal de Saint-Laurent de l'Escorial pour célébrer la commémoration de sa gloire de Saint-Quentin sur les troupes du roi de France Henri II le 10 août 1557. Il n'est pas un lieu de fête comme Versailles, et si un siècle sépare les deux entreprises, il est cependant comparable en ce que sa construction célèbre la gloire, ici militaire, du souverain, autre que l'aspect religieux. On voit donc qu'en Espagne comme en France, on a un élan du pouvoir royal qui tend à se célébrer par des constructions lorsque le contexte et la conjoncture militaire et politique est à son avantage. Pour autant, alors que le royaume de France semble prospérer économiquement, l'Espagne connaît des crises économiques successives déjà sous Philippe III. Une situation qui ne s'améliore pas au milieu du XVIIe siècle. Pour cause, la défaite à la guerre de Dévolution, la perte du Roussillon et de la Franche-Comté par exemple. Et donc, une situation qui ne permet pas à l'Espagne de mener de réelles grandes entreprises de construction ou de mener une politique culturelle importante. On observe toutefois le cas de Philippe IV, qui, s'il se révèle être un piètre politicien, se présente cependant comme un grand mécène, ayant un vif intérêt pour les arts, qui en 1630 entreprend la construction du palais de Buen Retiro jusqu'aux années 1640, comme nous l'avons vu, dont le riche décor égale celui de l'Alcazar de Madrid, résidence habituelle. La décoration intérieure de Versailles est caractérisée par le style baroque. Pour définir le genre baroque, nous pouvons dire que dans l'architecture, la littérature et la musique, il se définit par des extravagances. C'est un véritable mode de pensée de l'époque qui encourage les artisans à multiplier les éléments de décor tels que les dorures, les arabesques en stuc, les voûtes peintes ou encore l'usage de techniques. Malgré une affirmation marquée du genre baroque, l'ensemble du château de Versailles est particulièrement harmonieux grâce à des jeux d'optique. L'agencement du château est très géométrique avec des distorsions qui permettent de donner l'illusion d'une harmonie parfaite. Versailles s'impose comme le modèle de l'architecture classique française avec une organisation symétrique, des façades à colonnades, des éléments d'inspiration antique. Une architecture rectiligne et rigoureuse que l'on doit à Jules Hardouin-Mansart. Elle se retrouve aussi dans les jardins, comme nous pouvons le voir, ou encore la littérature. Attention, il faut noter cependant qu'il y eut une considérable influence exercée par la littérature du siècle d'or espagnol sur la littérature française. Concernant le cas espagnol, l'Alcazar, lui, présente un ensemble extérieur très simple, qui exprime la sobriété et la distanciation des rois hispaniques.
Déjà sous Philippe IV, malgré les fastes de ses fêtes, les codes esthétiques de l'architecture ne répondent plus aux nouveaux fastes de la cour. Un voyageur, comme cela se faisait beaucoup à la cour d'Espagne, Berthaud, dit en 1659 dans son journal du voyage d'Espagne qu'il manque, je cite, des jardins et des cascades en perspective pour être à la française. Si le courant baroque semble encore foisonner et inspirer l'Europe au début du siècle, comme par exemple la peinture en Espagne avec Diego Velázquez, force est de constater que c'est le style classique français qui va susciter l'intérêt et rayonner en Europe, comme le montrent les différents projets de construction directement inspirés de Versailles dans les cours européennes, dont l'Espagne, avec l'exemple de la Granja de San Ildefonso dans les années 1720, sous l'impulsion de Philippe V, petit-fils de Louis XIV, qui de fait, nostalgique de Versailles, importe le modèle français. Ainsi, on voit que ce palais possède des jardins et des fontaines inspirés de Versailles, avec des références constantes à la mythologie. On parle d'ailleurs d'un petit Versailles espagnol. Un modèle classique qui à la fois est né d'une volonté de clarté et d'ordre d'un régime fort, rompant avec l'esthétique baroque, et qui pourtant s'est mêlé avec ce dernier. Car de fait, si les deux styles coexistent, il faut attendre la mode du rococo pour que le baroque s'essouffle. L'époque de Louis XIV n'était pas une de la grande nouveauté dans les relations internationales ou de la diplomatie. On ne peut pas comparer dans ce point de vue de la Renaissance. Les ambassades permanentes, par exemple, ont été établies pour la première fois dans le VIe siècle. Et c'est alors que l'idée de l'équilibre de la force a vu le jour en Italie. Longtemps, les souverains se sont contentés d'échanger les ambassadeurs seulement dans les occasions importantes, ou par exemple, ils voulaient conclure une série de négociations ou signer un traité, le souverain se réservant le droit de ratifier ou de répudier les décisions prises. Mais peu à peu, au fur et à mesure que le nombre des ambassadeurs augmentait, il devenait courant de les envoyer pour une durée indéterminée à des postes permanents dans les capitales étrangères les plus importants. L'Espagne a été la première à envoyer un représentant permanent. Il a nommé un ambassadeur à la cour de Saint James en 1487. À l'époque Louis XIV, les missions permanentes sont devenues coutumières. À bien des égards, la pratique de la diplomatie n'était pas très différente entre l'Espagne et la France. Louis XIV ainsi que Charles II étaient des ambassades dans tous les États européens les plus importants, sauf en Russie. Dans les États moins importants, tels que les principautés allemands et italiens, il place ses agents de rang subalterne, de simples résidents. Chaque fois qu'il estimait qu'un ambassadeur n'était pas nécessaire, il nommait un ministre résident avec des privilèges plus limités, sous le titre d'envoyé extraordinaire. À la mort ou à la démission de l'un de ces ambassadeurs, un successeur sera immédiatement nommé, et la diplomatie devient ainsi une carrière dans laquelle les plus grands seigneurs cherchaient à se distinguer. Comme les ambassadeurs étaient habituellement chargés des honneurs, les candidats ne manquaient pas. À cette époque, un ambassadeur était pour la plupart choisi dans la couche supérieure de la noblesse des pays, le rang des noblés et seigneurs variant avec le prestige du pays auquel il était délégué. Non que le père du royaume fût nécessairement plus compétent que les autres, mais le roi les croyait capables de faire une plus grande impression à l'étranger, et pouvait se soutenir, puisque le salaire officiel était faible. Initialement, peu de membres des clergés étaient nommés, bien que leur éducation leur fournisse une bonne connaissance du latin, la langue internationale la plus utile. Normes strictes développées pour les ambassadeurs, exigeant qu'ils ont des grandes résidences, accueillir des fêtes somptueuses et jouent un rôle important dans la vie de cour de leur pays hôte. À Rome, le poste le plus estimé d'un ambassadeur catholique, les représentants français et espagnols auraient une centaine de personnes. Même dans les petits postes, la vie d'un ambassadeur était très chère. Les petits États enverraient et recevraient des envoyés, qui étaient un échelon inférieur à l'ambassadeur. Quelque part entre les deux était le poste de ministre plénipotentiaire. De nombreux ambassadeurs sont devenus des observateurs utiles, et leurs dépêches à leur gouvernement constituent pour l'historien d'aujourd'hui l'une des sources les plus importantes pour l'histoire des relations internationales. La tâche principale des ambassadeurs était de recueillir des informations de la culture, de la politique ou de l'atmosphère à cour. Tout c'était intéressant pour le roi parce qu'à l'époque, on ne savait pas beaucoup sur les autres pays. Il a fallu 2 semaines pour travailler de Paris à Madrid. Cela incluait souvent l'espionnage et les reportages sur les rumeurs,
par exemple sur l'infertilité de Charles II. Deuxièmement, leur tâche consistait à représenter leur pays et le roi et, si nécessaire, influencer les affaires intérieures. Par exemple, en raisonnant avec lui, les diplomates français avaient réussi à faire un testament au roi Charles II peu avant sa mort, ce qui favorisait le prétendant français, Philippe d'Anjou. La diplomatie était une affaire complexe, encore plus que maintenant. Les ambassadeurs de chaque État étaient classés selon des niveaux de préséance complexes, qui étaient très discutés. Parce que les ambassadeurs étaient souvent des nobles avec peu d'expérience étrangère et aucune perspective de carrière diplomatique, ils étaient soutenus par le personnel de leur ambassade. Dans la diplomatie française en particulier, l'argent jouait un rôle essentiel, surtout dans la diplomatie de Louis XIV. Au début de son règne, le roi dépensait librement pour gagner des amis et des alliés à l'étranger. Charles II et James II étaient notoirement dépendants de lui pour des subsides, et beaucoup de membres du Parlement, aussi bien que des ministres hollandais et anglais, n'étaient pas au-dessus de la corruption. La France, écrivait une Hollandaise célèbre en 1671, donne partout ce qu'elle ne peut concourir. Les diplomates ont aussi eu une influence sur le mariage de Marie-Louise en 1679. Son mariage avec Charles II a été vu comme un moyen d'induire de meilleures relations entre la France et l'Espagne. La relation hispano-française s'est rapprochée après 1700 et cela était également visible dans les relations diplomatiques. Après l'installation du duc d'Anjou au trône de l'Espagne, on employa la formule embajador doméstico ou de casa, c'est-à-dire ambassadeur de famille ou de la maison. En effet, les ambassadeurs de Louis XIV à la cour de Madrid jouissaient d'un rang et d'honneur particuliers, ceux qui étaient attribués aux envoyés d'un prince issu de la même maison. Les guerres ont été importantes pour Louis XIV car s'agrandir est la plus digne des occupations pour tous les souverains. De plus, il va réformer l'armée en supprimant notamment le ban et l'arrière-ban. Il va avoir auprès de lui deux grands hommes de guerre de son temps, que sont Turenne et Condé jusqu'en 1675. Au début de son règne, Louis XIV ne va pas intervenir militairement dans des conflits, mais va plutôt passer sur des conflits de sorte diplomatique. On va avoir notamment quelques conflits diplomatiques avec l'Espagne pour l'accaparation de la puissance d'un diplomate, notamment le diplomate français qui va passer en avant par rapport au diplomate espagnol. Au niveau de la guerre, Louis XIV va tout d'abord commencer par réclamer la dot espagnole. Cette dot ne sera donc pas donnée par l'Espagne qui ne pourra pas payer. Il va d'ailleurs s'en servir pour permettre d'accéder à la succession espagnole, notamment avec le début de la guerre de dévolution qui commence par, comme casus belli, ce non-paiement de la dette espagnole. Cette guerre va être rapide avec la prise des places fortes en Flandre et l'occupation par Condé de la Franche-Comté. Pourtant, une alliance entre l'Angleterre et la Hollande va entraîner un changement. Cette guerre de dévolution va se terminer en 1668 très rapidement avec le traité d'Aix-la-Chapelle. Le 2 mai 1668, entraînant la restitution de la Franche-Comté, mais l'annexion d'une douzaine de villes aux Pays-Bas et notamment leurs dépendances comme l'île et Douai. Cette guerre va permettre de montrer la valeur des armées françaises et de renforcer la frontière au nord et de confirmer les prétentions de la France à la couronne d'Espagne. Louis XIV va directement préparer une nouvelle guerre pour se venger de la Flandre qui avait tenté d'intervenir militairement durant cette guerre. Un traité secret sera signé avec l'Angleterre et une alliance aussi avec la Suède. La deuxième guerre du temps de Louis XIV va être la guerre de Hollande de 1672 à 1679. Cette guerre va d'abord être une guerre exclusivement contre la Hollande, mais va se transformer suite à une coalition après le traité de La Haye le 31 août 1673, entre l'Espagne, le duc de Lorraine et l'empereur. La France va se retrouver isolée, mais va de nouveau prendre la Franche-Comté en juillet 1674 et gagner la bataille navale contre la marine hispano-hollandaise de Ruyter à Duquesne. Cette guerre de Hollande va se terminer avec la signature des 3 traités de Nimègue, notamment celui avec l'Espagne le plus important en 1678, et c'est cette dernière qui va payer les frais de toute la guerre, en perdant de nombreux territoires. Comme la Franche-Comté, ce qu'il reste de l'Artois, la Cambrésie, une partie de la Flandre et le Hainaut. C'est une preuve de la puissance de la France qui réussit à résister à une Europe coalisée contre elle. Une nouvelle période va s'ouvrir avec le règne de Louis XIV. Avec l'apparition d'un nouvel type de politique, la politique des réunions. En quoi consiste cette politique? Elle consiste en l'annexion de plusieurs grandes villes comme Sarrebourg ou Strasbourg. Suite à ces annexions, l'Espagne va déclarer la guerre à Louis XIV, entraînant une guerre très courte qui va se terminer par la trêve de Ratisbonne. Cette guerre rapide s'explique par la prise de Courtrai et de Luxembourg par les Français. Le traité de Ratisbonne entraîne l'occupation pendant 20 ans de Luxembourg et la reconnaissance des annexions de la politique des réunions par l'empereur. On pourrait penser que cette trêve va signer une grande période de paix pour l'Europe, mais il n'en est rien. En effet, Louis XIV va augmenter de plus en plus ses défis, notamment le bombardement de Gênes et le déplacement du doge de Gênes à Paris,
pour s'excuser d'avoir prêté des galères à l'Espagne. Ces provocations de Louis XIV vont entraîner la formation d'une ligue, la Ligue d'Augsbourg, le 9 juillet 1786. Cette Ligue d'Augsbourg va réunir de grands pays comme l'Espagne, l'Empire. Après une ultime provocation, le 26 novembre 1788, Louis XIV va déclarer la guerre à la Hollande, entraînant toute la Ligue d'Augsbourg dans cette fameuse guerre. C'est donc la guerre dite la Ligue d'Augsbourg. Cette guerre va durer de 1688 à 1697. Cette guerre débute en octobre 1688 avec le franchissement du Rhin par les troupes françaises et qui se rapprochent de Vienne et de Madrid. Cette guerre va montrer les limites de la puissance française, puisque rapidement, dès 1792, celui-ci va chercher à négocier auprès des autres puissances. Elle va accepter de rendre de nombreux territoires, notamment ceux de la politique de réunion, comme Courtrai, Mons, Charleroi et la Catalogne qui sont rendus à l'Espagne. La paix de Ryswick, qui sera signée en 1697, va montrer les limites justement de cette puissance française dans l'Europe. La période de la succession d'Espagne entre 1698 et 1702 va débuter suite à l'état de santé de Charles II qui devient alarmant, alors que Louis XIV et Léopold ont des droits comparables. Pourtant, Louis XIV avait réussi à arracher un partage des droits de succession, mais Léopold revient sur sa décision et il veut tout donner à son fils cadet Charles. Un premier traité de succession en octobre 1688 donne le fils de l'électeur de Bavière, roi d'Espagne, mais malheureusement il va mourir. Un second traité va être signé, mais il sera refusé par l'empereur et le roi d'Espagne. Le roi d'Espagne va signer son testament le 2 octobre 1700 et va donner la couronne des Espagnes à Philippe, duc d'Anjou, le second fils du dauphin, mais il doit renoncer à la couronne de France. Cela va être une décision importante pour Louis XIV qui doit accepter le testament, qui entraînera donc une guerre contre l'Angleterre ou l'Empire, ou s'en tenir au traité de 1700, qui entraînera une guerre contre l'Empire et l'Espagne deviendra menaçante. Louis XIV va accepter le testament. Cette fois-ci, l'Espagne est donc une alliée de la France avec un souverain Bourbon. Pourtant, Louis XIV va une fois de plus enchaîner les maladresses, et ces maladresses vont entraîner la signature de la Grande Alliance de la Haye entre l'Angleterre, l'Empire et les Provinces-Unies. Le 7 septembre 1701 et le 15 mai 1702, tous les signataires vont déclarer la guerre à la France et donc à l'Espagne. C'est le début d'une des plus grandes guerres de Louis XIV qui va affaiblir de nombreux pays. Pourtant, cette fois-ci, l'Espagne et la France vont être alliées dans cette guerre. La France va connaître des premières victoires éphémères grâce à Villars, mais va enchaîner une série de revers avec notamment la perte de Gibraltar en 1704, l'abandon de la Bavière et le soulèvement de la Catalogne contre le roi Philippe V. Les Anglais vont utiliser le Portugal comme base et occupent Barcelone en proclamant roi l'archiduc Charles, alors que ce dernier rentre à Madrid en août 1706, même s'il en est chassé quelques semaines après. Il va pourtant continuer à tenir la Catalogne, le Milanais et les Pays-Bas grâce à la victoire de Marlborough. En 1707, Philippe V récupère une grande partie de l'Espagne et va perdre le royaume de Naples, alors qu'en 1708, les troupes de Marlborough s'emparent de l'île. En mai 1709, Louis XIV va envoyer son ministre Colbert de Torcy pour négocier, mais les exigences sont trop hautes, comme accepter la destitution de Philippe V et, dans le cas extrême, envoyer des armées pour le destituer. Mais Louis XIV ne peut accepter. Philippe V va remporter une bataille décisive à Villaviciosa et va chasser de nouveau Charles III de Madrid le 10 décembre 1710. Avec la mort de l'empereur Joseph III, c'est un changement de problème espagnol, car si Charles gagne la guerre, il pourrait reformer l'empire de Charles Quint, ce qui n'est absolument pas acceptable pour les Anglais, qui vont donc se retirer de la guerre. La victoire décisive de Denain le 24 juillet 1712 va permettre à Louis XIV de signer la paix dans des conditions bien plus favorables qu'il n'aura pu avoir en 1709. Cette longue période de paix va s'achever avec la signature du traité d'Utrecht qui signe le nouvel équilibre européen. Ainsi, les relations entre la France et l'Espagne ont évolué durant toute notre période. Entre liens dynastiques, culturels et militaires, les deux royaumes se sont influencés et leurs relations ont orienté leur politique sur la scène européenne. Face à la fin du siècle d'or en Espagne, le modèle français s'impose peu à peu en Europe, notamment au travers d'une cour fastueuse et brillante et d'un lieu de célébration qu'est Versailles, dont la splendeur dépasse tout ce qui s'était fait avec des goûts esthétiques et artistiques réinventés, pourtant pour beaucoup inspirés du modèle espagnol. Autrement dit, le propre du génie français a su utiliser ses inspirations pour en faire son propre produit au service de la gloire du roi et de la France. Politiquement, Louis XIV réalise son rêve puisqu'en 1700, un Bourbon est sur le trône d'Espagne, matérialisant ainsi les liens entre les deux royaumes voisins. Cependant, Louis XIV gardera une certaine supériorité face à l'Espagne, considérant Philippe V comme son élève. La France et l'Espagne sont désormais alliées, ce qui renverse considérablement l'équilibre européen.